Merci de nous avoir rejoints si nombreux pour cette première table ronde du CBC. Celle-là va s'articuler autour de ce que les dirigeants doivent savoir. On sait qu'aujourd'hui, les cyberattaques constituent, on va dire, un peu une sorte de... on va dire ça, vraiment de l'État poil. Ça devient une question de sécurité nationale. Le ministre délégué à la transition numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé une enveloppe de 30 millions d'euros pour financer une batterie de mesures destinées à créer une sorte de bouclier cyber. L'objectif est de renforcer les PME ETI qui, parce qu'elles sont trop petites pour disposer d'experts cyber internes, peuvent représenter un maillon, on va dire, faible au niveau de la chaîne. Donc lorsqu'ils sont attaqués, ils vont contaminer leurs parties prenantes, à savoir les clients et les fournisseurs. Aujourd'hui, pour échanger autour de ce sujet, nous avons le général Husson, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, Larry Lettonen, responsable de l'équipe cyber-risque, c'est le côté assureur, et Marc Stulman, conseiller régional délégué au numérique, président de Cyberrock. Est-ce qu'aujourd'hui, avant de commencer à faire un état des lieux, est-ce que vous pouvez me dire que fait un gendarmerie de la cyber? Alors, la gendarmerie, effectivement, traite le sujet du cyber, donc la lutte contre la cybercriminalité au travers du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. C'est une entité qui a été créée en 2021, donc elle est toute récente, par le directeur général. Elle lui est directement rattachée, donc il fixe la stratégie en la matière. Et la gendarmerie a choisi de regrouper l'intégralité des énergies en matière de lutte contre la cybercriminalité, c'est-à-dire à la fois des enquêteurs, parce que notre métier c'est d'arrêter les voleurs, en tout cas les hackers, mais également des spécialistes techniques, donc des techniciens supérieurs, des ingénieurs de haut niveau. Également, on a cette approche par la prévention, avant que l'attaque n'arrive, parce que c'est important aussi de l'avoir. C'est important d'avoir un état de la menace et savoir contre quoi on doit lutter aujourd'hui en matière de cyber. Et puis on a également tout le sujet de la formation continue de nos militaires, de nos personnels civils, avec un centre national de formation cyber, et le tout inscrit dans une vraie stratégie et une vraie évolution au niveau de l'international. Mais c'est une structure aussi qui n'est pas uniquement centrale, c'est une structure qui est répartie sur tout le territoire national, avec un réseau de 9000 cybergendarmes, avec des niveaux de formation qui sont très différents les uns des autres, mais qui sont répartis sur tout le territoire, en métropole et également outre-mer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez vraiment une augmentation des cyberattaques au niveau des PME ETI? Alors oui, si je fais un peu le point sur ce que l'on a observé, alors ce sont des chiffres qui sont très concrets puisque c'est les éléments qu'on a observés côté gendarmerie sur nos procédures judiciaires. Sur les 5 dernières années, on a 42% d'augmentation en termes de faits cyber. Alors c'est à la fois des attaques du haut du spectre, les rançongiciels par exemple, mais pas uniquement tout ce qui peut concerner l'usager ou la personne à titre individuel. C'est réparti de la manière suivante, 80% sont des escroqueries sur Internet, parce que tout simplement on a trouvé que le vecteur Internet était quand même très utile pour mener ces types d'attaques, et ça peut marcher assez fortement. Ça concerne essentiellement les personnes physiques, les individus, l'usager. Vous avez 10% qui concernent les atteintes aux personnes. C'est typiquement le cyberharcèlement qui a pris une importance assez majeure. D'ailleurs, on l'entend beaucoup dans les médias. C'est aussi tout ce qui concerne la pédopornographie. Et puis, vous avez pour 10% les atteintes au système de traitement automatisé des données. C'est là où c'est sans doute le plus dévastateur pour un système d'information. Et c'est là où vous y trouvez notamment les rançongiciels et les ransomware. Alors on peut en parler justement peut-être, si j'ai 2 minutes là-dessus, sur ces ransomware et rançongiciels, je pense que c'est important. Donc il y a 2 effets pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas. Le premier, c'est déjà d'exfiltrer des données qui sont des données sensibles du système d'information, qu'on peut ensuite retrouver sur le dark et qui seront monnayables. Et puis vous avez un deuxième effet, c'est celui de chiffrer totalement votre système d'information qui va le rendre inutilisable. Qu'est-ce que c'est le dark web pour Alors le dark, c'est le web tout simplement, mais sur lequel il est un petit peu plus difficile d'aller. Qui est difficilement référencé, mais pour autant, vous suivez un tutoriel sur Internet et en 2 heures, vous accédez au dark. Et en 2 heures, vous êtes en mesure de pouvoir acheter de manière totalement illégale du stupéfiant sur le dark. Donc il y a une certaine facilité aujourd'hui à pouvoir y aller. C'est moins référencé que le web classique, mais on peut y aller assez facilement et récupérer des données très diverses. Donc pour terminer sur ces rançongiciels, effectivement, je rejoins les propos de Guillaume Poupard tout à l'heure. Il y a à peu près 5 ans, on observait essentiellement des grands groupes du CAC 40 qui attaquaient, et l'équivalent au niveau international. Sauf que ce sont des entités qui ont les reins suffisamment solides, qui se sont mis à niveau en termes d'hygiène cyber. Aujourd'hui, les attaques, elles continuent, mais elles ont beaucoup moins de chances de pouvoir arriver. Et donc, les hackers se sont rabattus sur d'autres cibles, qui sont anciennement les PME, les ETI,
les collectivités territoriales et les professions médicales. On a les hôpitaux, on l'a vu dans les médias, mais vous avez aussi les pharmacies, vous avez les EHPAD qui sont très largement impactés. Et ça, aujourd'hui, c'est une nouvelle cible. Et les demandes de rançon, parce que ce sont des demandes de rançon qui sont demandées, eh bien, elles sont adaptées à la taille de l'entreprise. Est-ce que vous, M. Larry-Littonen, côté assureur, est-ce que vous remarquez cette évolution de la menace? Oui, tout à fait. En fait, on a vu, alors, il faut bien voir que les assurances, en fait, on voit d'abord et avant tout ceux qui s'assurent. Donc, c'est sûr qu'on a déjà un prisme. Et les premiers à s'être assurés, ce sont les premiers à avoir été cyberattaqués, c'est-à-dire les grands groupes. Et maintenant, effectivement, on voit de plus en plus que ceux qui veulent chercher de l'assurance pour se protéger de ces cyberattaques, ce sont effectivement les TPE et les PME. Donc oui, complètement, on est dans cette dynamique-là des grands groupes qui ont d'abord été victimes, puis ensuite des TPE et PME qui sont aussi la cible, et qui sont la cible pour deux raisons, je dirais. La première, effectivement, clairement, il y a un modèle économique de cyberattaque, et ensuite, parce que l'idée, c'est de passer par les fournisseurs, les TPE, PME, pour atteindre les grands groupes qui, justement, ont des actifs très importants, très valorisés, et qui vont devoir payer peut-être des rançons très importantes. Aujourd'hui, quelles sont concrètement les conséquences pour une entreprise qui se fait cyberattaquer? Alors, en fait, il faut du coup, pour comprendre les conséquences d'une cyberattaque pour une entreprise, il faut voir en fait de quel type de cyberattaque on parle. Parce que, effectivement, on vient d'évoquer les situations de ransomware, mais il peut y avoir des attaques DDoS. Lorsqu'on a un site de vente en ligne et qu'on va paralyser ce site de vente en ligne, en fait, ça va générer massivement de la perte d'exploitation, en fait. Mais globalement, en gros, si on reste sur une cyberattaque standard, et aujourd'hui, plus de 80% des déclarations de sinistres sur un portefeuille d'assureurs, c'est représenté par les ransomware, par les situations de ransomware. En gros, on peut répartir les choses de la manière suivante. C'est 75% de la perte d'exploitation et des frais supplémentaires d'exploitation, donc c'est considérable. 20% vont être relatifs à de la reconstruction du système d'information, ou tous les frais qui vont être associés à ça, c'est-à-dire comprendre déjà, réagir, reconstruire. Et enfin, en France, et j'insiste sur ce terme-là, en France, seulement 5% vont être relatifs à de la RC, c'est-à-dire la responsabilité, malheureusement, de la victime par rapport à ses tiers, par rapport à ses partenaires. Finalement, on va dire, les gens, il y a une éducation du web qui se fait quand une entreprise se fait attaquer. Est-ce que l'erreur est souvent humaine, ou bien, par exemple, quelqu'un qui a branché une clé USB, quelqu'un qui a cliqué sur un mail qu'il ne fallait pas, d'où vient, on va dire... Alors, dans la route cause, chez nos assurés, on voit qu'effectivement, il y a souvent l'utilisation, le hacker va profiter d'une erreur humaine, ou en tout cas, il va profiter de la négligence ou de la crédulité d'un user. En fait, souvent, la première étape, c'est la campagne de phishing. En fait, on va récupérer des identifiants pour entrer dans les systèmes d'information. Mais je dirais que vraiment, ça effectivement, la faille est souvent entre le clavier et la chaise, on dit ça souvent, mais finalement, c'est pas trop ça ce que nous regardons. Côté assurance, on regarde si, il y a eu malveillance, ou est-ce qu'il y a eu un événement accidentel qui cause des dommages, d'ailleurs, parce qu'on peut avoir ça. On a eu des fuites de données massives chez nos clients qui ont une origine purement accidentelle. Et là, la malveillance, c'est 90% des déclarations de sinistres. Vous, Marc Schulman, qui est en contact direct avec les entreprises, aujourd'hui, un chef d'entreprise qui se fait attaquer, quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe? Alors, de manière très très simple, la question n'est pas vraiment quel est son état d'esprit, parce que le chef d'entreprise qui se fait attaquer, il n'a plus d'esprit. Ça veut dire du jour au lendemain, être attaqué, une fois qu'on enlève le décorum, c'est l'intégralité du chiffre d'affaires qui disparaît. C'est l'intégralité de la capacité productive de l'entreprise qui disparaît pour un temps indéfini. Autrement dit, c'est la pire chose qui peut arriver à un entrepreneur, c'est la pire chose qui peut arriver à un chef d'entreprise. Donc, sa première réaction, c'est la sidération. C'est la sidération, c'est comme si demain, vous avez votre usine qui brûle. Première réaction, vous êtes sidéré. Deuxième réaction, c'est être dans un peu d'une logique de damage control, mais à se dire, on va mettre ça sous le tapis peut-être. Peut-être à se dire, c'est pas très grave. Il y a un ordinateur qui continue à fonctionner, ou bien on a des sauvegardes, on va vite brancher les sauvegardes et faire comme si c'était jamais arrivé.
Vous savez, un peu comme les enfants qui font des bêtises et qui expliquent que, grosso modo, ils n'ont pas déchiré le cahier en question parce que la couverture est toujours là. Et c'est ça le principal problème, le principal risque, une fois qu'on a été attaqué. Et donc, deuxième élément, deuxième état d'esprit de l'entrepreneur, c'est cette idée de je vais me dépêcher de mettre ça sous le tapis parce que je ne veux pas que mes clients soient au courant, parce que je ne veux pas le bad buzz, parce que peut-être que si je remets une sauvegarde, je vais perdre qu'une journée de production et pas 6 mois. C'est là où les problèmes arrivent. C'est là où les problèmes arrivent, parce que c'est là où finalement les pirates informatiques sont des criminels hautement rationnels et ils vont profiter de ça pour continuer à se diffuser. Je dois faire quoi alors? Première chose, vous devez appeler votre CSIRT, votre centre de réponse à incidents. En Occitanie, il s'appelle Cyberrock. J'ai l'honneur d'en présider. C'est le seul chiffre que je donnerai, c'est 0800 71 13 13. Vous appelez le CSIRT. Première chose. Deuxième chose, où en parallèle, il faut aller porter plainte. C'est fondamental, et je pense que personne ne me contredira, ne serait-ce que pour des raisons légales, puisque depuis avril, si vous ne portez pas plainte dans les 72 heures, vous n'avez plus de mécanisme assurantiel. Et en termes de police-justice, si vous ne portez pas plainte, vous n'aurez aucune chance que l'on retrouve le responsable. Et parfois, on se dit, ça ne sert à rien, ils sont loin, ils sont dans des pays étrangers. Mais il arrive aussi qu'il y ait des coups de filet, ça fait régulièrement la une de la presse, où on se retrouve avec des réseaux criminels qui ont été démantelés parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont allés porter plainte. Et là, je sais que c'est une question qui fâche et qui divise les assureurs et les gendarmes par rapport à la rançon. Souvent, on va dire, une attaque est suivie d'une demande de rançon. Je paye ou je paye pas? Alors, je vais répondre à cette question. Je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, c'est majeur. Le dépôt de plainte, il est important pour nous. Mais il y a deux choses. Il y a le dépôt de plainte et il y a l'alerte immédiate. Parce que je fais souvent l'analogie entre l'attaque cyber, donc cette attaque type rançongiciel par exemple, qui est encore une fois la plus dévastatrice pour les entreprises, et le cambriolage. Le cambriolage, quand vous êtes victime, vous faites le 17 et l'opérateur va vous conseiller, va vous dire, écoutez, vous ne touchez à rien et vous attendez l'arrivée des gendarmes ou des policiers. Et qu'est-ce que vont faire les gendarmes ou les policiers? C'est préserver, en tout cas faire en sorte soit de récupérer de l'ADN ou récupérer des traces papillaires pour identifier potentiellement un auteur. Et bien dans le numérique, c'est la même chose. L'idée, c'est de pouvoir être rapidement appelé de manière à ce qu'on puisse projeter, déjà donner des conseils, et de projeter une équipe de gendarmes qui vont permettre de pouvoir récupérer des éléments qui sont utiles à la poursuite de l'enquête. Il n'y aura pas forcément systématiquement quelque chose qui sera exploitable, mais on doit absolument pouvoir récupérer l'ensemble des éléments qui peuvent l'être. Et effectivement, je rebondis aussi sur le fait que c'est utile à la fois de faire ces investigations, de déposer plainte, parce qu'on arrive à interpeller des individus. Certes, ce sont des gens qui ne sont, la plupart du temps, pas forcément en France, parce que dans le domaine du cyber, on ne peut que travailler à l'international, on ne peut pas travailler tout seul. Et je vais vous donner juste un exemple très concret, qui, j'espère en tout cas, permettra de bien signaler les choses et de bien déposer plainte. Il y a 4 semaines de cela, les gendarmes ont interpellé un individu d'origine russe, qui habitait en République tchèque et qui a été interpellé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est un éminent membre du groupe de rançongiciel Ragnar Locker. Ragnar Locker qui a touché une dizaine d'entreprises, de grosses entreprises françaises en 2020. Il y a eu 170 entreprises de grande importance qui ont été touchées à travers le monde. On a eu des interpellations par le ComCyberagent en 2021, en 2022 et donc il y a 4 semaines en 2023. Donc tout ça, c'est long, mais ça montre et ça démontre que ça peut fonctionner. Et ce n'est pas terminé. Sur la réponse à la question, donc évidemment non. La question c'est non, enfin la réponse plutôt c'est non, ne payons pas la rançon pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça alimente évidemment la filière du crime, donc ce n'est absolument pas souhaitable et ça c'est une raison déjà à part entière. Mais il y a d'autres éléments aussi. Le premier, c'est que si vous payez la rançon, ce qui est promis par le hacker, c'est de vous donner une clé de déchiffrement qui théoriquement vous permettra de pouvoir récupérer votre système d'information. Vous n'avez absolument aucune garantie que cela va fonctionner. Et la deuxième chose, c'est que si même vous payez la rançon, vous avez cette clé de déchiffrement, rien n'empêche qu'il y ait une porte dérobée qui permettra peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois d'être à nouveau victime d'une nouvelle attaque. Et ça, je ne le dis pas que de manière très théorique, ce sont des choses que l'on a observées sur des entités qui ont été victimes.
Je pense que les assureurs ne sont pas trop d'accord avec cette... Alors, en fait, est-ce qu'on est pour payer la rançon ou pas? La question n'est pas là. C'est-à-dire que nous, on considère que, effectivement, je me range du côté de la gendarmerie, c'est que dans l'idéal, il ne faut pas payer. Je dirais, je vais vous donner un chiffre, dans 96% des cas, des déclarations de sinistres relatives à un ransomware, on ne paye rien. En fait, revenons donc du coup à ce que l'assurance peut faire. Effectivement, l'assurance couvre les pertes d'exploitation, les frais et les réclamations. Dans ces frais, si vraiment en dernier recours, mais c'est vraiment très important, c'est le dernier recours, vous êtes au bord du précipice et la seule manière pour s'en sortir, c'est de payer tout ou partie de la rançon, alors on peut ouvrir le débat et il peut y avoir une garantie pour ça. Mais effectivement, ça n'est jamais tout seul, c'est accompagner les forces de l'ordre, accompagner de l'assureur, de son courtier, moi-même, qu'on va décider ou pas s'il n'y a pas d'autre manière de sortir de la situation. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, ça existe, mais c'est vraiment aujourd'hui une part très faible, puisque c'est sur notre portefeuille, par exemple, c'est moins de 4% de nos clients qui ont été victimes de ransomware qui ont été amenés à payer la rançon, et ça depuis 2015. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'extraordinairement minoritaire. Mais oui, je rejoins la gendarmerie. Il faut d'abord déposer plainte parce que il y a déjà les obligations légales maintenant depuis avril sur ce point de vue-là. Sinon, effectivement, on ne peut pas actionner les mécanismes d'assurance. Et ensuite, effectivement, il s'agit d'assécher, en fait, il s'agit de pouvoir bloquer, pouvoir poursuivre par la suite les hackers. Même si l'argent des pertes d'exploitation, etc., aurait déjà été perdu, mais les assureurs sont là pour indemniser. En parlant d'indemnisation, aujourd'hui, est-ce qu'on peut chiffrer les dégâts que subit l'entreprise après une cyberattaque? Alors oui, mais ça va encore une fois dépendre de qui on est, parce qu'effectivement, quand on est un grand groupe, l'impact financier ne sera pas le même que si on est une TPE-PME. Mais globalement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement, je vais qualifier ça comme ça, en règle générale, en interne, je dis souvent qu'on a un bruit, c'est-à-dire qu'on a une grosse fréquence de pertes financières qui sont estimées entre 1 et 2 millions lorsqu'on est victime d'une cyberattaque. Donc, et s'assurer, ça coûte combien pour s'assurer contre des cyberattaques? Là, encore une fois, ça va dépendre de qui vous êtes et de la taille du contrat que vous choisissez, mais globalement, vous pouvez retenir que pour couvrir justement 1 ou 2 millions d'euros de garantie, donc faire face à ce bruit, vous pouvez vous en sortir pour environ, encore une fois, ça dépend de qui vous êtes, mais dans les 50 000 euros. Récemment, le ministre délégué à la transition numérique a estimé qu'une entreprise sur deux qui subit une cyberattaque dépose le bilan dans les 18 mois qui suivent. Finalement, ça représente aussi une perte d'argent pour la région qui subventionne une partie des entreprises. Alors effectivement, pour vous, la région, on est la collectivité qui attribuons les fonds européens. Donc on attribue environ, à la louche, 700 millions d'euros de subventions par an aux entreprises. Alors là, je sais que tous les chefs d'entreprise se demandent pourquoi ils n'ont pas 699 millions de subventions, mais vous pouvez envoyer vos dossiers et vos demandes. Plus sérieusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on estime que grosso modo 50% des entreprises se feront pirater d'ici à 5 ans et que 50% s'en remettront pas, ça veut dire qu'on a 25% de notre écosystème qui est un écosystème zombie. Ça veut dire que si vous avez 4 chefs d'entreprise dans cette salle, dans 5 ans, il y en a un qui a disparu. Regardez à votre droite, regardez à votre gauche, comptez 4 personnes, et tous les 5 ans, vous en enlevez un. Pour la région, ça veut dire que concrètement, nos subventions, si on n'y fait pas attention, si on n'avait pas eu cette politique ambitieuse en matière de cybersécurité sous l'influence de la présidente Carole Delga, eh bien, ça voulait dire tout simplement qu'on brûlait littéralement 200 millions d'euros par an. Et ça, c'est à l'échelon régional. Le Cyber Resilience Act, qui est actuellement en cours de réécriture, négociation à l'échelon européen, si vous le lisez, alors c'est encore plus ardu que Nice 2 à lire, mais si vous essayez de le lire, arrêtez-vous à la 3e page. La 3e page, c'est la cybersécurité à l'échelon européen, c'est 5 500 milliards d'euros par an. Pour rappel, le budget de la France, c'est 250 milliards d'euros. Traduction, on pourrait avoir 20 ans de budget de la France ou ne pas payer d'impôts pendant 20 ans, à part année de cybersécurité et du coût de la cybersécurité à l'échelon européen.
Donc aujourd'hui, ma question est comment se prémunir de ces attaques? Déjà, il faut avoir conscience que ça existe. La problématique de la cybersécurité, c'est que pendant longtemps, on a considéré que c'était quelque chose de DSI. Dans les entreprises, on a considéré que c'était quelque chose, finalement, c'était pour les empêcheurs de tourner en rond. Après, il y a 4-5 ans, on a considéré que c'était quelque chose de COMEX. On a considéré que c'était quelque chose pour l'exécutif de l'entreprise. Mais on s'est aperçu que les portes d'entrée, par exemple des crypto-lockers, c'est rarement le président. L'arnaque au président ne vise pas le président, elle vise le comptable, le secrétaire. Et donc, comment on se prémunit? Eh bien, il faut sensibiliser toute l'entreprise, tout le monde. Il y a des choses très très simples à faire. Par exemple, on ne fait jamais de virement la veille d'un jour férié. Parce que statistiquement, on sait que les pirates aiment bien demander des virements un peu étonnants la veille d'un jour férié. Et qu'il vaut mieux peut-être avoir une petite pénalité de retard quand on a un doute que se retrouver à avoir donné de l'argent de l'entreprise lors d'une arnaque au président à une entité externe. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut sensibiliser. Il faut se sensibiliser de façon continue. Il y a une étude assez intéressante du journal de médecine d'Harvard qui s'est intéressée à une question qui n'a rien à voir avec la cybersécurité, mais qui est fondamentale. Si vous avez vécu un miracle en cancérologie, c'est-à-dire on vous a donné pour mort à horizon 1 an, et vous avez vécu un miracle, vous êtes en pleine forme à horizon 10 ans. Combien de temps et combien vous donnez en plus aux églises que vous fréquentez? Combien un miracle vaut finalement? Eh bien, l'étude d'Harvard, elle est hyper intéressante parce qu'elle montre qu'au bout de 2 ans, les gens reviennent à leur niveau de don initial. Ça veut dire que même quand vous avez été victime d'une cyberattaque, que vous avez vécu un miracle, vous avez survécu, que la balle est vraiment passée pas loin, eh bien, au bout de 2 ans, si vous ne vous remettez pas dedans, eh bien, vous reprenez vos anciennes habitudes. Et la cybersécurité, c'est avant tout une question d'habitude, d'hygiène numérique et de continuer en permanence à se former et à prendre systématiquement les bonnes pratiques. Et Monsieur Christophe Husson, comment se fait l'accompagnement de ces entreprises? Il me semble qu'il y a une sorte de pré-diagnostic pour pouvoir justement se prémunir de ces attaques-là. Alors effectivement, on a mis en place un pré-diagnostic, mais avant d'en parler, la sensibilisation, effectivement, c'est quelque chose de majeur. Et je peux inviter les uns les autres à passer sur le stand partenaire là-bas, de l'autre côté, où sur le stand gendarmerie, il y a une simulation de charge virale qui va simuler un ransomware. Donc ça vous permet de voir ce que c'est qu'un ransomware et l'impact que ça peut avoir sur un ordinateur. Donc c'est assez intéressant parce que c'est plutôt pédagogique et ça peut montrer l'effet dévastateur que ça a. La gendarmerie, effectivement, a mis en place il y a un peu plus d'un an maintenant, enfin il y a plus d'un an, un pré-diagnostic cyber. En fait, c'est un questionnaire entre 70 et 120 questions qui est destiné aux PME, aux ETI, aux collectivités territoriales. On l'a décliné aussi pour les hôpitaux. Et ça permet de mesurer le niveau de maturité cyber d'une entité. C'est quelque chose qui est fait en présentiel, c'est-à-dire que les gendarmes se déplacent. Ça dure à peu près 2 heures. Ça permet de dresser un diagnostic et de voir quels sont les points de fragilité. Alors là, on est vraiment des lanceurs d'alerte sur le sujet, c'est-à-dire que les gendarmes, ce n'est pas leur métier d'aller remettre à niveau un système d'information dès lors qu'on a identifié qu'il y avait des problèmes. Ça reste un pré-diagnostic, ce sont des questions-réponses. On ne va pas sur les systèmes d'information pour regarder comment ils sont configurés. Ce n'est pas notre métier. L'avantage que ça a, c'est de faire en sorte que ce soit une prise de conscience. Et ensuite, les orientations, il y a de 2 types. Un, c'est cybermalveillance.gouv.fr, puisque c'est l'entité aussi qui permet de pouvoir mettre en relation avec des prestataires. Et là, ce sera des prestations payantes, mais qui sont labellisées, soit pour faire des vrais audits. Alors, Cybermalveillance, c'est un groupement d'intérêt public qui a un lien très étroit avec l'ANSSI, qui permet justement de pouvoir mettre en relation des entreprises. Demain, il y aura aussi des particuliers, mais en tout cas les entreprises, avec notamment à la fois donner des conseils et ensuite mettre en relation avec des entreprises qui sont labellisées dans le domaine cyber pour réaliser de vrais audits très complets ou éventuellement aussi des entreprises qui permettront de faire de la remédiation, de mettre à niveau un système d'information. Mais vous avez également les CSIRT qui sont présents au niveau des régions et qui peuvent avoir aussi ce type d'action avec une proximité dans les territoires. Je sais qu'il y a plusieurs représentants des CSIRT qui sont présents aujourd'hui. On a eu un échange juste avant la table ronde et je sais que les CSIRT connaissent très bien les NTech qui sont nos représentants notamment dans les territoires au niveau des départements. Ils se connaissent et donc il y a une fluidité en termes d'acteurs en matière de cyber. Donc ça, c'est aussi un des points importants. Donc ce pré-diagnostic, c'est vraiment une sensibilisation et il y a le après
Après, c'est aller plus loin avec des spécialistes en la matière qui permettront de faire en sorte de remédier. Et je peux ajouter 2 choses. C'est que ces pré-diagnostics, on en a fait sur un an à peu près 1500 aujourd'hui. Et là aussi, en termes de sensibilisation, dans les collectivités territoriales, une collectivité qui a été victime de rançongiciel, une collectivité avec 200 habitants. Ça veut dire qu'on n'est jamais trop petit aujourd'hui pour être attaqué en matière de cyber sur le haut du spectre. Donc ça, c'est majeur en termes de sensibilisation. Et 2 points qu'on a vus également de manière importante. Le premier, et je vous rejoins, c'est la question de la sensibilisation des utilisateurs. Parce que très souvent, et bien malgré eux, c'est par leur intermédiaire que ça passe. Soit par l'arnaque au faux président, soit par le mail avec le phishing qui va contenir une charge détonante qui va exploiter une faille sur un système d'information et qui peut déclencher le lancement d'un rançongiciel, ou en tout cas d'un dispositif de chiffrement. C'est le premier point. Et le deuxième, et celui-ci on n'en parle malheureusement pas suffisamment souvent, c'est préparer à l'avance des plans de continuité d'activité des entreprises. C'est-à-dire comment on fait pour travailler de manière totalement dégradée dès lors qu'on n'a plus de système d'information valable. C'est le papier, le crayon et la gomme. Alors c'est facile à dire, quand on a une activité qui est totalement numérique, c'est très compliqué à mettre en œuvre et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas attendre la crise. C'est quelque chose qu'on doit préparer bien en amont, qu'on doit tester, on doit en tirer des retours d'expérience et on doit faire évoluer ces plans de continuité d'activité. Donc il y a bien 2 choses importantes pour moi, ce n'est pas les sujets techniques, ce n'est pas mon rôle de les évoquer, mais c'est bien la sensibilisation des utilisateurs et les plans de continuité d'activité. Côté région, il me semble qu'il y a près de 163 entreprises qui jouent le jeu, c'est ça, d'accompagnement de ces TPE-TI. Alors on a de la chance en Occitanie, et je suis désolé pour les représentants des CSIRT des autres régions, mais on est la meilleure région de France en la matière. Non, plus sérieusement, on a effectivement 163 entreprises qui sont spécialisées en matière de cybersécurité. Et nous, à CyberRock, on a souhaité que ces entreprises, eh bien, on soit dans un circuit court entre les TPE, PME, les collectivités, les associations victimes de cyberattaques et nos prestataires locaux. Et parce que on les connaît, ils sont connus de l'écosystème, il y a un système presque de sélection par les pairs, on pourrait dire, qui évite aussi un certain nombre d'entreprises qui peuvent avoir des pratiques commerciales douteuses et qui profitent du stress du dirigeant au moment de l'attaque pour vendre des prestations soit hors de prix, soit hors de propos. Et partant de là, nous, on a donc 163 entreprises en Occitanie qui sont en capacité de faire de la remédiation, de procéder à des audits et le CSIRT peut mettre en relation. Et j'en terminerai juste sur les plans de continuité d'activité. Les plans de continuité et les plans de reprise d'activité, c'est très très important effectivement. Et moi, je prends toujours la même image qui marque assez de dirigeants d'entreprise. Il faut se rappeler que dans la Bible, Noé il construit l'arche avant le déluge, pas au milieu des flots, tout simplement. Sur la continuité d'activité, quand une société est assurée, on va dire que c'est plus facile pour elle, c'est ça? Ce que me disait tout à l'heure. Oui, en fait, c'est-à-dire que de toute façon, pour trouver de l'assurance cyber, les assureurs vont demander effectivement à faire un diagnostic. Donc déjà, il y a une société qui veut prendre une assurance cyber, elle va devoir faire son propre diagnostic elle-même, accompagnée soit de la gendarmerie, soit d'un courtier, etc. Et donc du coup, forcément, ça éveille ça va lever certaines questions. Et oui, effectivement, les assureurs peuvent, en cas de cyberattaque, fournir de l'assistance pour gérer la crise. Mais oui, il y a aussi toute la partie PCA, PRA qui peut être que les assureurs vont demander, mais plutôt en avance. C'est-à-dire les assureurs vont demander à ce que les sociétés aient pensé un PCA, PRA. Mais les assureurs peuvent aussi fournir des prestations d'assistance en cas de cyberattaque. Voilà, pour conclure, j'ai l'impression que M. Christophe Husson a un scoop à nous annoncer. Oui, alors le scoop, effectivement, je ne sais pas vraiment si c'est un scoop, mais en tout cas, le ministère de l'Intérieur va se transformer puisqu'on va modifier le mode de fonctionnement contre la cybercriminalité, puisque un COMCyberMI, c'est-à-dire un commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, va être créé. Les décrets ont été publiés au journal officiel samedi dernier pour une date de prise d'effet demain, le 1er décembre. Et ce COMCyber du ministère de l'Intérieur sera un service à compétence nationale qui traitera à la fois d'un aspect opérationnel, notamment sur la capacité à être co-saisi avec les différents services de police et de gendarmerie sur des compétences dites rares. Typiquement, ça peut être les sujets qui sont liés aux cryptoactifs.
c'est une composante majeure parce qu'on en trouve beaucoup aujourd'hui dans les sujets qui sont liés à la cybercriminalité. C'est le traitement de la donnée de masse, parce qu'aujourd'hui, vous avez très peu d'affaires dans lesquelles vous n'avez énormément de données à traiter d'un point de vue numérique. Le deuxième pilier, c'est celui de la formation et de l'accompagnement des personnels. Et le troisième, c'est un sujet très stratégique, à la fois sur la stratégie ministérielle en matière de lutte contre la cybercriminalité, c'est l'état de la menace, ce sont les alertes aussi en fonction des événements que l'on observe, que l'on pourra diffuser à l'ensemble des partenaires, de nos partenaires, de ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Et puis, c'est également tout le sujet qui est lié à l'international, comment porter la voix du ministère pour faire en sorte de faire évoluer d'un point de vue légistique, soit au niveau national, soit au niveau international, les éléments qui sont utiles à la lutte contre la cybercriminalité. Et les différents services de police et de gendarmerie conserveront leur propre capacité d'enquête au sein de la police nationale, de la préfecture de police de Paris et également de la DGSI. Donc une nouvelle restructuration du dispositif au sein du ministère. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé avec nous pour cette table ronde. Il me semble qu'il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions à poser, il y a un micro qui devrait tourner. On a besoin d'un micro ? Je vous donne le mien. Bonjour. J'ai une question parce qu'on n'a pas abordé les points de soutien aux personnes qui doivent prendre des décisions pendant les attaques. Je parle des RSSI, CISO, de sociétés de toute taille. Aujourd'hui, je vois pas de débat sur ce genre de sujet et je pense que ça peut marquer les gens. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. On voit beaucoup d'associations de RSSI qui partagent en fait ce qu'ils ont vécu et quelle est la relation entre ces sociétés privées, ces groupes associatifs et le soutien de la gendarmerie, de l'ANSSI, de la DGSI dans ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une stratégie qui va être... Alors, je suis désolé, mais je n'ai pas bien entendu la question. La question, elle est simple, c'est comment la gendarmerie, l'État, la DGSI et tous les représentants vont mettre en place une stratégie pour soutenir les sociétés privées qui subissent une attaque sur l'aspect humain, c'est-à-dire le soutien à la décision dans les moments critiques. Alors, on n'est pas forcément les seuls acteurs en la matière. Pour autant, ce que je peux donner comme exemple très concret, c'est qu'en fonction des attaques dont vous pouvez être victime, la gendarmerie, aujourd'hui, quand elle intervient avec un triptyque. Le triptyque 1, c'est l'enquêteur. Je le disais tout à l'heure, c'est l'objectif de pouvoir arrêter les voleurs, entre guillemets. Le deuxième, c'est d'avoir des spécialistes techniques. C'est typiquement faire en sorte, avec les spécialistes de la DSI, éventuellement avec les entreprises de remédiation, de pouvoir récupérer les éléments utiles à l'enquête. Et le troisième point, je ne ferai pas une communication trop pointue sur le sujet, mais c'est la gestion de crise. Et nous avons aujourd'hui des spécialistes de la gestion de crise qui sont positionnés au niveau national, qui sont positionnés au niveau régional, qui sont tous formés par la même entité et qui peuvent assurer un accompagnement. Alors, c'est essentiellement un accompagnement, évidemment, dans le cadre de l'enquête judiciaire, mais ça peut être aussi un appui à l'entreprise qui est victime. Alors, on n'est pas forcément les seuls acteurs dans la matière, mais c'est déjà aujourd'hui des choses que l'on met en place sur les attaques qui sont les attaques du plus haut du spectre. Mais on ne pourra pas être les seuls acteurs. Et je pense que, comme on le disait tout à l'heure, c'est toute la partie prévention, c'est pas la prévention, mais l'anticipation de l'attaque, c'est-à-dire même des exercices cyber que vous pourrez réaliser, qui vous permettront de tester les dispositifs, de tester votre propre organisation, de tester les décideurs, de voir comment ça marche, comment ça ne marche pas, d'en tirer les enseignements. Et vraiment, l'exercice d'attaque cyber au sein des entreprises, même au sein des collectivités, sera sans doute un des points essentiels pour faire en sorte que la gestion de crise, lorsqu'elle arrivera, soit la plus efficace possible. Merci. Oui, bonjour. Une question pour l'assureur, là, au niveau de la prime d'assurance. Du coup, vous disiez que vous demandiez à vos clients de faire un audit. Qui est-ce qui le fait? Qu'est-ce que vous recommandez? Et est-ce que du coup la prime d'assurance va dépendre du résultat de l'audit et de quelle manière, quoi? L'audit assurantiel, en fait, c'est un peu comme avec la gendarmerie, c'est un questionnaire, en fait. Donc c'est du déclaratif. Donc c'est vraiment la société qui va
on lui pose des questions et on lui demande grosso modo est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, ou est-ce que c'est partiel, est-ce qu'elle peut mettre un peu plus de commentaires justement s'il y a des nuances à apporter. Là c'est vraiment tout le travail, je dirais, du courtier, donc mon travail justement d'aiguiller les réponses de mes clients lorsqu'ils répondent à ce type de questionnaire, qui peuvent être engageants d'ailleurs. Mais moi je pense que ce qu'il faut retenir pour une société, qu'est-ce qu'un assureur va regarder, à partir de quand on est assurable. En fait, on est assurable à partir du moment où on a du MFA sur les accès à distance, donc l'authentification forte, lorsqu'on va avoir une protection des backups, lorsqu'on va avoir des antivirus nouvelle génération, EDR, XDR et j'en passe, lorsqu'on va avoir aussi une politique de la gestion des comptes à privilèges. Ça aussi, c'est un point très important. C'est ce que les assureurs vont aussi beaucoup regarder. Voilà déjà au moins les 4 premiers points qui me viennent à l'esprit. Il y en a d'autres, mais déjà si vous avez ces éléments-là, c'est pas mal. Merci. Bon ben, merci d'avoir suivi avec nous cette première table ronde. Et il me reste à vous souhaiter une belle journée au CBC.